Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus ce soir pour cette rencontre. On est ravis d'accueillir Laurine Roux. Merci Laurine d'avoir accepté cette invitation. Alors, Laurine est autrice de 4 romans pour le moment, tous publiés aux éditions du Sonneur. Le premier, c'est celui-ci, Une immense sensation de calme, qui est paru en 2018 et qui a été lauréat prix Révélation de la Société des gens de lettres. Le second, Le Sanctuaire, publié aux mêmes éditions du Sonneur, donc en 2020, qui lui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire. Puis en 2022, L'autre moitié du monde, qui a été lui le prix Orange du livre. Bonsoir. Et à cette même année 2022, en fin d'année dernière, cet ouvrage-là, Sur l'épaule des géants, et c'est beaucoup de celui-ci dont il sera question ce soir. Je ne résume pas tous les romans, mais il en sera beaucoup question, en tout cas des premiers, je ne vais pas les résumer, on parlera de ce dernier, du 4e. Et donc alors que les 2 premiers, Une immense sensation de calme et Le Sanctuaire, étaient des romans plutôt sombres, très sombres. Des ambiances, surtout dans le tout premier, un peu de conte noir. Le second roman, Le Sanctuaire, est un roman plutôt post-apocalyptique. Et le 3e marquait déjà, donc L'autre moitié du monde, une forte différence. Je trouve les 2 premiers étaient déjà... On pouvait faire des liens, des ponts entre les deux. Et L'autre moitié du monde marquait une vraie différence, déjà sur le fait qu'il était situé très précisément dans le delta de l'Èbre, en Espagne, et daté en 1930. Et alors ce 4e, Sur l'épaule des géants, encore quelque chose qui nous embarque vers un univers totalement différent, déjà dans la première approche. L'objet, qui est un texte accompagné de gravures d'Hélène Bautista. Vous pourrez lever le nez et nous avons la chance d'avoir quelques gravures originales signées par Hélène Bautista. Donc voilà, 4 ouvrages, 4 romans avec beaucoup, enfin on reconnaît votre écriture, certaines similitudes, mais beaucoup de différences entre ces 4 ouvrages. Et c'est un peu à ça, sur cette trame-là, que je vous propose de construire cet échange. De quoi parle ce roman ? Sur l'épaule des géants. On suit une famille, la famille Agulon, depuis 1850. Donc là aussi, il est daté et situé. Oui. On commence... C'est même écrit. Juste après un prologue. Oui, tout à fait. On commence en 1850 dans les Cévennes. Et tout le roman va se déployer autour de la généalogie de cette famille, de leurs descendants, des parcours de chacun, et un maillage très précis autour de l'histoire. L'histoire de notre pays entre 1850 et 2001, qui est la fin de cet ouvrage. Mon introduction est un peu longue. Pas du tout, et je n'ai pas fini. Je vous propose, on aime bien agrémenter les lectures, les rencontres d'un petit temps de lecture parce qu'il nous semble important d'avoir en tête la langue. Alors pour celui-ci, beaucoup de passages auraient été intéressants, mais je trouve ça bien, en introduction, de lire le tout début. Comment on entre dans ce roman. Donc là, il s'agit du prologue. Le prologue a ceci de particulier, je vous ai expliqué qu'on démarrait en 1850, mais le prologue, on démarre en 2001. Prologue, où Gabriel ne pleura pas la trisaïeule. Le 12 septembre 2001. Mamita est morte ce matin. Hier, à la télé, ils ont coupé les dessins animés pour montrer des avions qui explosaient sur 2 grosses tours en Amérique. Tout le monde avait l'air choqué et maman n'arrêtait pas de dire
Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Moi, j'ai bien aimé les pompiers. Quand papa a appris la nouvelle pour Mamita, il a dit « C'est un 3e monument qui s'écroule ». J'ai pas compris le rapport avec les 2 tours. Au Bleuet, les infirmières avaient entouré sa tête avec un ruban passé sous son menton. Elles l'avaient noué en haut de son crâne. On aurait dit un œuf de Pâques. J'ai demandé pourquoi on l'avait déguisé comme ça. Maman n'a pas répondu. Elle est restée plantée devant le lit en répétant « Non, non, non ». Son nez faisait plein de bruit dégoûtant et une bulle de morve a poussé au bord d'une de ses narines. Je ne voyais pas pourquoi maman était dans cet état. Mamita n'avait jamais vraiment été en forme. Chaque mercredi, on devait aller la voir au Bleuet, un endroit tout pourri où il n'y a que des vieux. À cause de ça, je ratais tout le temps l'entraînement de foot. Le pire, c'est que Mamita ne se souvenait jamais de mon prénom. Les jours où ça allait, elle m'appelait Barthélemy ou Jacques. Et quand elle perdait complètement la boule, elle inventait des surnoms débiles en me tripotant les joues. Mon petit Haïm, mon pauvre Audrin. Ça m'énervait trop. Maintenant, je vais pouvoir jouer au foot. C'est pas très sympa, je sais, merci, parce que maman a beaucoup de peine. Seulement, Mamita était comme un vieux meuble qui tombe en miettes, poussiéreuse et complètement déglinguée. Parfois, le soir, maman essayait de me parler d'elle. Elle disait « Tu sais, Gabi, ton arrière-arrière-grand-mère a plus de 700 ans. Elle a vécu plein d'aventures extraordinaires. C'est vraiment quelqu'un. » Pour moi, seul Spider-Man est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et ensuite, la partie 1. Alors, ce roman, il a aussi ceci de particulier, qu'à la différence des 3 autres, il est découpé. Donc, les autres étaient aussi découpés en parties, mais celui-ci a des chapitres qui tous portent un titre qui se formule toujours en commençant par le « ou ». Par exemple, pour le chapitre 1, où l'on remonte à la naissance du quadrisaïeul. Pour le chapitre 2, où le quadrisaïeul devient entomophage, etc. Donc tous les chapitres ont un titre. Et je vais reprendre cette idée pour formuler mes questions. Oh là là. On m'a jamais fait ça. Où l'on se demande d'où est arrivée l'idée de ce livre, Laurine. Alors je vais aimer ce jeu, hein. Attention. L'idée de ce livre, elle est arrivée de manière très spontanée, très naturelle. Elle a poussé en moi. Le roman a poussé comme une herbe drue en moi. Il m'a réveillée une nuit de 2011, du printemps 2011. C'est un roman que j'ai écrit il y a assez longtemps, en fait, que j'ai sorti. Après, on pourra peut-être en dire 2 mots de ce parcours. Enfin, moi, j'écris et je mets très longtemps en général à publier après. J'ai besoin d'un long temps de mettre en cave, hein, de faire maturer la chose. Et donc, cette nuit-là, de 4h du matin, j'étais enceinte de ma première fille, un peu encombrée. Donc, j'ai été réveillée par 2 personnages, Jacques, Marguerite, des jumeaux, qui se sont signalés à moi. Alors après, comment dire les choses à ce moment-là, je ne savais pas ce que ça allait devenir, je ne savais pas ce que ce serait, enfin voilà, je ne savais pas que j'étais à l'orée de quelques 300 pages. Hein. On ne sait jamais, en fait, quand ça commence, une histoire. Et puis certainement qu'elle avait commencé bien avant de se signaler à moi, en réalité. Elle était souterrainement là depuis... là, je ne saurais pas vous dire. Et tant mieux, finalement, d'avoir ce mystère-là qui perdure. Et toujours est-il que je me suis levée et j'ai commencé à écrire une généalogie, un arbre généalogique. C'est ce qui ne m'arrive jamais quand j'écris. Moi, la plupart du temps, je suis assez saisie par des lieux, par des ambiances, j'ai coutume de dire des libidos géographiques. Et là, rien. Pas de ça, c'était complètement différent. Le creuset, et c'était ces 2 personnages et la question de la filiation. Alors j'étais enceinte, c'est pas anodin, hein, la question physiologique a une importance dans cette affaire. Et comme j'étais arrêtée d'ailleurs, parce que je devais rester plutôt couchée, on va dire, j'avais un peu de temps libre, je me suis dit, bah, c'est super, j'ai cette idée qui m'arrive, je vais m'y coller, quoi. Je vais voir là où ça me mène. Et à raison d'un chapitre par jour, ce qui a une implication, après le rythme d'écriture a eu une implication sur la forme
du texte lui-même. J'écrivais un chapitre. Le lendemain, je relisais ce chapitre et ça me faisait avancer. Alors, j'ai une lectrice qui m'a dit que ça s'appelait en broderie le passé en piétant, ce que je trouve extrêmement intéressant en termes de symbolique, hein, le passé en piétant. Voilà, j'avançais comme ça. Et chaque chapitre, dans son énergie propre, hein, je reviens à l'étymologie grecque hein, de ergon, dans le travail, voilà, dans le travail du chapitre, ça m'a amené au suivant, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il s'est cousu de manière assez spontanée, en suivant des détours. Enfin, et il a été tellement généreux, petit à petit, je me rendais compte qu'il était tellement ample, tellement généreux dans sa forme que je pouvais à peu près tout faire. Je pouvais tout me permettre. Jusqu'à très rapidement, hein, chapitre 4 à peu près, des chats qui parlent et qui philosophent. Bon, on est tous d'accord pour dire que les chats philosophent, hein, je crois, dans cette salle. Mais voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Quant à savoir réellement son ancrage, je vous dis question de l'affiliation, de la transmission, une géographie qui était quand même assez importante, c'était les Cévennes. Les géographies qui est attachée pour moi, alors allez savoir pourquoi, au printemps. Pour moi, les Cévennes, c'est le printemps, c'est quand je descends des Hautes-Alpes et que je vais dans les Cévennes, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, il y a des arbres en fleurs plus tôt. Et pour moi, donc, cette terre-là ocre, il y avait des iris et des amandiers, et c'était attaché à l'idée du renouveau, de la renaissance. Et donc, tout ça a fait que ça m'a réveillée. Et c'était parti. J'ai en effet, et c'était parce que c'était peut-être trop évident, oublié de préciser que sur la construction, en effet, il y a quelque chose de très qui évoque le roman feuilleton. On y reviendra en fait sur la construction, oui, sur le rythme en fait de l'ouvrage et le découpage dans les chapitres. Ou la question qui suit, vous venez un peu d'y répondre, concernait une géographie et des lieux très forts. C'est comme un élément, voilà, vous venez en partie d'y répondre, mais en effet, dans tous vos romans, ouais. Je veux dire quelques mots de plus de ça, parce que c'est quand même vraiment séminal. Pour moi, le lieu, c'est la source même du texte. Ça, c'est a posteriori que je m'en suis rendu compte, hein. Mais à l'orée d'un texte, il y a toujours, la plupart du temps, on va dire ça plutôt comme ça, un lieu qui m'a saisi et qui a levé un désir géographique fort, suffisamment ample pour qu'à partir de ce lieu, j'ai envie, enfin, qu'il ensemence le lieu d'une histoire, qu'il soit suffisamment fort ce lieu pour lever des personnages. Ça peut paraître un peu biblique, cette chose-là, mais ça ne l'est pas tant que ça, c'est que les personnages, pour moi, ne peuvent exister qu'en interaction avec leur environnement. C'est comme ça qu'ils m'apparaissent. Je suis incapable de fabriquer des images dans mon esprit autrement qu'en voyant des mouvements. D'abord, c'est des mouvements, c'est des gens qui évoluent. Ce qui se passe dans leur tête, je ne sais pas. Et à la fin du roman, je ne sais pas plus, en général. Mes éditeurs, souvent, m'aiguillent un petit peu, me disent, mais regarde, là, ça, c'est pas possible, parce qu'ils peuvent... Et la psychologie des personnages, elle est essentiellement incarnée par un corps. Et ce sont des corps. Et ces corps-là, ils viennent d'un lieu, d'une terre, d'une géographie. Et à ce titre-là, j'aime beaucoup entendre l'origine, géographie, l'écriture de la terre, cette étymologie première. Il y a pas mal d'écrivains qui s'intéressent à la géographie, en fait, hein. C'est quand même quelque chose qui ensemence beaucoup l'imaginaire des auteurs, hein. Puis, on peut penser à Gracq, qui lui-même était géographe, hein. Puis, bon, voilà. Donc ça, c'est très important. Et les lieux, comment ils se signalent à moi, ça peut être du fantasme, un fantasme de lieu. Pour Une immense sensation de calme, mon premier roman, je m'en suis rendu compte plus tard que je fantasmais un Grand Est, une Sibérie, et qui me ramenait en fait aux Hautes-Alpes, mes montagnes natales. Je n'avais fait qu'un grand détour, un immense détour pour pouvoir évoquer les Hautes-Alpes qui m'étaient chères. Mais c'est vraiment très longtemps après que je m'en suis rendu compte, et parce qu'on me l'a dit, on m'a mis sur la piste, on m'a dit, mais attends, les marnes en Sibérie, il n'y en a pas beaucoup, mais tout de même, c'est un petit peu un relief caractéristique des Hautes-Alpes. Et petit à petit, je me suis rendu compte de ça, que souvent, j'étais ramenée par des lieux fantasmés au lieu originel, à la maison originelle, aux étangs originels, parce que j'ai grandi dans une maison entourée de 5 étangs. Et tout ça, on défriche petit à petit ce qui peut faire germer une histoire, ou qu'est-ce qui motive l'écriture d'une histoire.
Pour le sanctuaire, c'était les murs de la maison que j'habite maintenant, qu'on a acheté en 2015. Et ces murs-là, ils étaient suffisamment évocateurs pour moi, ou en tout cas, ils abritaient suffisamment de questions, parce que c'est une maison un peu reculée, qui était, bon, qui est pas loin de tout, qui n'est pas un sanctuaire, mais qui représentait pour moi la question du refuge. Et cette question du refuge, avec des enfants, je me disais à quel moment on les emprisonne pas un petit peu dans les murs d'une maison isolée, qu'on les soustrait pas à une quotidienneté avec des gens autour, des copains, aller en vélo voilà. Donc ça a donné, ça a fait germer l'idée d'un questionnement en poussant le curseur un peu plus loin sur l'amour carcéral. Et l'autre moitié du monde, c'était une émission de cuisine. C'était avec Gérard Depardieu en Catalogne. Et en visionnant cette émission de cuisine à pleines dents, j'ai été saisie, absolument saisie par le delta de lèvres et par la nervosité de Depardieu qui évoluait avec une gouaille pas possible, une gourmandise dans ces grands aplats vastes, immenses, pastels. Et il y avait une tension, enfin, la question de la tension, ça c'est important aussi. Les lieux, pour qu'ils me plaisent, il faut qu'ils soient tendus par des choses un peu contraires qui vont pas ensemble. Et parce que ça, c'est riche pour l'écriture ensuite. C'est riche de métaphores, c'est riche d'oxymores, c'est riche de plein de figures de style. Où l'on remarque quand même qu'il y a dans vos romans une situation de cataclysme, de bouleversement très fort, expliqué ou non, qui précède l'histoire dont on parle, mais souvent quelque chose, un monde bouleversé. Dans tous Alors, dans une immense sensation de calme, il y a la guerre, le sanctuaire quand même. L'épidémie. L'autre moitié du monde... on arrive, c'est un point de mire. Enfin, on le traverse, on traverse la catastrophe. Ouais. Et finalement, dans celui-ci, je me suis dit peut-être moins dans celui-ci, mais on démarre quand même en 2001, après les attentats du World Trade Center. Ouais. Mais on a essayé. Au revoir. Oui, non, mais je n'avais jamais fait. Je savais que pour une immense sensation de calme et le sanctuaire, il y avait la question des ruines qui était en jeu, enfin en tout cas qui m'obsédait. Mais j'avais pas anticipé le fait que ça traversait les quatre. Je le voyais moins dans celui-ci, mais enfin voilà. Non, mais ça y est. Mais alors, il y a une phrase de Victor Hugo, moi, que j'aime beaucoup, qui dit étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Et je crois que c'est une manière, la littérature pour moi est une manière, une sorte de mantra, pour combattre un petit peu justement ces hantises, la hantise de l'histoire avec un grand H qui avance et qui peut balayer tellement de destins, enfin, en tout cas qui les détourne comme une rivière. Une rivière peut aller détourner des troncs d'arbres pourtant puissamment enracinés. Et je crois que j'écris en partie des histoires pour soigner, en tout cas réconforter, me consoler un petit peu de certaines hantises, terreurs comme ça. Donc c'est probable. Merci de cette question. Je crois que c'est la première fois qu'on me pose une question de cette nature. Et dans vos donc j'y réfléchis. Là, de déraciner des arbres très ancrés, moi j'y vois aussi... Enfin voilà, on reparlera du titre sur l'épaule des géants, tous ces géants en fait qui courent de 1850 à 2001 dans cette généalogie, et le questionnement en fait de ce dernier personnage, celui de 2001, justement sur ces grands arbres enracinés. La question du temps, de toute manière, elle m'est apparue comme évidente en fait, mais pour nous tous, partager cette question du temps, on est tous nés dans un autre millénaire. On a tendance à penser au siècle. On réfléchit beaucoup en siècle, mais j'ai réalisé moi dernièrement qu'on avait basculé de millénaire. Alors, c'est vrai que dans 2000, mais on était dans notre millénaire, ce qui est quand même assez faramineux dans l'histoire de l'humanité, passer de millénaire en millénaire. Et je crois que ça pèse un petit peu sur soi aussi. Comme la géographie peut informer des choses en nous, je suis assez convaincue que on ne naît pas à une certaine date impunément et que l'on ne vit pas dans certains lieux impunément. Et que ça, forcément, ça vient fertiliser ou contaminer
je sais pas, l'écriture. Où l'on prend 2 minutes pour présenter cette famille. Donc en 1850, on rencontre au tout début de ce roman Lazare, qui est sériciculteur, qui a un élevage de vers à soie dans les Cévennes et qui épouse Violette. De leur union naîtra Barthélemy. Barthélemy épousera Églantine. N'hésitez pas à ajouter des petites choses si vous voulez. Je vous laisse faire pour l'instant. De leur union à tous deux naîtront donc Jacques, qui épousera tardivement Anna, et Marguerite, personnage qui va parcourir une grande partie de cette histoire. Marguerite épousera Audrin. De leur union à tous les deux naîtra Rose, qui épouse Haïm. De leur union à tous les deux naîtra Camélia, qui épouse Castor Papadopoulos. De leur union naîtra Iris, qui épouse un vétérinaire, et de leur union naîtra Gabriel, Tout à fait. que l'on vient de rencontrer en 2001. Où on trouve que la place que les personnages féminins occupent une place toute particulière dans vos ouvrages. Vous trouvez ? Je trouve. C'est assez frappant. Dans une immense sensation de calme, cette narratrice éblouissante, dans le sanctuaire Gemma, dans l'autre moitié du monde, Toya, et au fil de ce roman, Violette, Marguerite, Rose, Camélia. Une lignée de femmes. Une lignée de femmes. Une lignée de femmes qui tissent, tels les parcs, l'histoire de leur famille. Parce que les hommes tissent aussi, hein, mais eux ils tissent, ils détissent de manière un petit peu plus brouillonne, catastrophique, maladroite. Enfin, je les ai pas forcément tous gâtés, mais je les ai écrits avec beaucoup de tendresse. Je les ai imaginés avec énormément de tendresse, les hommes de la famille. La place des femmes, qu'en dire ? Elle me vient de manière assez instinctive. Je choisis pas les personnages, je choisis pas ce qui m'arrive, comme je vous le disais, parfois ça arrive comme ça, une nuit, ou alors ça se signale à moi de manière suffisamment récurrente pour que je me dise, bon bah là, il faut s'y mettre, il y a quelque chose qui t'attend, en tout cas qui peut devenir un peu plus grand que ce que tu imagines simplement dans ton esprit. Et je veux bien croire que Alors je pense qu'il y a deux choses. J'écris depuis mon corps, j'écris depuis ma sensothèque, ma bibliothèque de sensations et mes désirs de sensations, mes fantasmes de sensations qui sont issus, qui enracinés dans un corps féminin. Donc plus volontiers, je vais me glisser dans la peau et prêter certains de mes souvenirs, certaines de cette matière intime à des personnages féminins. Je peux tout à fait le faire également avec des personnages masculins. Il y a des hommes à qui j'ai prêté énormément de mes sensations, de mes souvenirs, de mes rêves, de mes angoisses, de mes colères, comme le père dans Le Sanctuaire, comme notamment Horatio dans L'autre moitié du monde, même Juan, le père. Donc j'ai beaucoup de difficultés à expliquer, ou en tout cas à faire l'exégèse de cette chose-là. Probablement le deuxième facteur, peut-être, c'est mon féminisme dans la vie de tous les jours, qui infuse cette envie de raconter des destinées féminines, des destinées qui... Petite parenthèse, quand j'étais plus jeune, quand on parlait de littérature, des héros. Et l'héroïne, c'était la drogue. Hein, c'est comme entraîneur-entraîneuse. Hein, on connaît tous le problème des noms masculins et de leurs pendants féminins qui tout de suite deviennent péjoratifs. Et probablement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue, mais
j'ajouterai quand même que quand j'écris, je ne me pose pas la question. La question politique, elle ne préside pas, elle n'est pas à l'origine du désir d'écrire, et des personnages et de l'histoire. Avant tout, moi, ce que je fais, c'est que je raconte. Je conte, je raconte que ma personne politique traverse mes textes et qu'elle soit présente et qu'elle envahisse mes textes, hein, je veux bien le croire, mais il n'y a aucune intention là derrière. Et ça, je tiens vraiment à le préciser parce que je déteste, mais vraiment ça me hérisse quand je sens qu'un auteur nous attrape par la main pour nous dire ah, il faut penser ceci. Toute visée édifiante dans le roman, plus particulièrement encore, me fait sortir les griffes. Alors, dès que je sens un petit peu le dogmatisme, le côté didactique et l'idée, voilà, dès que j'entreaperçois l'idée, et alors je me bats moi vraiment contre ça, et le meilleur remède, c'est raconter. Et l'histoire, je fais confiance suffisamment à la fiction pour savoir qu'elle nous dit bien plus que ce qu'on a envie d'y dire dedans. Et l'auteur dépose des choses malgré lui. Moi, je fais beaucoup confiance à tout ce qui est souterrain, inconscient, pour déposer, sédimenter des choses qui nous échappent. Et je sais très bien aussi que le lecteur y verra des choses que nous n'avons pas vues, qui lui appartiennent et qui sont nettement plus amples et plus intéressantes que si on avait contraint le texte, si on l'avait réduit à un simple long tract. Enfin, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'est profondément cher parce que c'est l'essence même de la littérature. Et la littérature, à mon sens, portée par des idées, elle peut. Alors, ça a produit des textes sublimes. Hein. Je ne suis pas en train de jeter bébé avec l'eau du bain. Mais c'est une matière inflammable, me semble-t-il. Où l'on trouve quand même qu'aux côtés de ces beaux portraits de jeunes héroïnes et de femmes, la place des personnages n'en est pas moins forte dans vos romans, et que dans celui-ci, ce sont des figures moins sombres, moins toutes puissantes, plus... Vous voulez dire que j'ai moins martyrisé les hommes, mais ça commençait déjà un petit peu avec l'autre moitié du monde. Hein. Il y avait des personnages assez solaires. Pour moi, Horatio, c'était un personnage important qui m'importait d'écrire suite notamment à la réception. Alors curieusement, c'est pas moi dans mon cheminement d'écriture personnelle, mais c'est face à la réception de mes 2 premiers textes que j'ai éprouvé le besoin d'être accompagnée et d'être entourée de personnages masculins beaux. Parce qu'on avait tendance à réduire mes textes avec une grille de lecture qui serait uniquement féministe. Alors, bien sûr qu'ils le sont, mais il me semble qu'ils sont pas que ça. Et par exemple, le personnage du père dans Le Sanctuaire, il y a une... Après, c'est des textes qui sont sortis aussi à des époques, et c'est normal cette réception-là qui est en écho avec... C'était post-MeToo, Le Sanctuaire. Donc forcément, cette histoire d'emprise d'un père sur sa famille ne pouvait que résonner avec une masculinité toxique, etc. Mais moi, ça m'a complètement dépassé cette lecture, cette interprétation du texte, parce que je ne l'avais pas écrit avec autant de détestation pour ce personnage. Pour moi, le personnage du père, c'était l'incarnation de ceux qui trop embrassent et mal étreignent. Enfin, c'était vraiment la maladresse de l'amour, on connaît tellement de gens qui ont tellement d'histoires où c'est dur d'aimer. C'est un art extrêmement difficile, et c'était ça que j'avais en tout cas qui se racontait à moi quand plus j'avançais, plus j'écrivais le roman. Alors après, la réception est ce qu'elle est, je l'endosse volontiers, mais post-ça, puis il y avait eu Igor aussi avant dans Une immense sensation de calme. On en faisait. Moi, je le trouvais très beau, Igor. Je le trouvais vraiment solaire dans son animalité. Enfin, j'aimais beaucoup ce personnage. Et puis, il y avait pas mal de lectrices et de lecteurs qui me disaient dis donc, quand même, il n'est pas très sympa avec la narratrice. Bon. Et je me suis dit, il va falloir que quand même je ne m'enferre pas dans un sillon où on verrait... enfin voilà, ça a été un petit peu en réaction.
curieusement, et c'est pas la même chose d'écrire quand on n'est pas publié, parce que moi pendant très longtemps j'ai écrit sans être publié, hein. J'ai publié mon premier texte en 2018. Vous imaginez bien que j'avais commencé à écrire bien avant. Et comme je vous disais, en 2011, mon premier roman écrit, c'était 2009. 2008 même. Et du coup, ce parcours-là, il était secret. Il était dans la chambre, entre moi et moi, dans la chambre d'écriture. Ce qui fait que j'écrivais vraiment juste avec ma matière à moi. Mais et après, une fois que c'est publié, il y a le lecteur. Et forcément, il y a des choix qui se font plus en écho, on va dire, c'est un dialogue. Ça devient un dialogue avec le lectorat. Ce qui est aussi très intéressant et qui peut nous aider à sortir de certains, ce que mon éditrice appelle des darlings, nos petits chéris. Voilà, parce je vois très bien à quel point je pourrais continuer à écrire le même roman toute ma vie. Vous parliez du fait qu'ils étaient très différents, mes textes, mais moi je vois moins la différence finalement que tout ce qui les relie, tout le maillage qu'il y a entre eux. Et parfois je me dis, bon, il faut vraiment là que tu changes un peu parce que tu t'enferres, là, tu creuses ton sillon un peu trop loin. Fais attention, ça va t'ensevelir, quoi. Et c'est aussi peut-être pour conjurer cette sensation-là alors pas que je choisis, mais que souterrainement les choses arrivent comme ça, où il y a des terrains de jeu assez différents. Mais c'est aussi parce que j'ai envie de m'amuser, plus prosaïquement. J'ai pas envie de changer de genre, changer de terrain de jeu, de périmètre, de batifolage. C'est extrêmement amusant, c'est aussi des défis, aller se frotter à des genres qu'on n'avait pas essayé, des narrations, est-ce que la première personne, la troisième personne, la matière, qu'elle soit un peu plus autobiographique peut-être, à part certains endroits, tout ça, ça change les règles du jeu, et de fait, c'est plus marrant, tout simplement. On parlait donc de ces personnages féminins, masculins, où l'on retrouve quand même, enfin voilà, dans leur force, dans leur sagesse, dans leur faiblesse, vraiment quelque chose qui vous est propre. Et l'équilibre se fait très bien. Enfin, c'est vraiment une très belle, très touchante galerie de personnages tout au long de ce roman. J'ai notamment, ça fait pas partie de ce que j'avais préparé, mais moi j'ai gardé en tête, il y a quand même des moments de rencontre en fait dans cette généalogie d'hommes et de femmes qui se rencontrent, des passages vraiment clés, des rencontres très fortes comme des coups de foudre en fait entre eux, puis se passe du temps et ils restent là les uns pour les autres. Et enfin voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce texte. La rémanence de ce qui se passe dans la vie et qui continue à habiter comme si on était enveloppé comme un oignon de tout ce qui nous est arrivé. Ça, c'est un motif poétique qui m'est cher, très cher. Ou une lignée de chats philosophes, donc, le premier étant Socrate, évidemment, forcément. Doté de parole et de clairvoyance, c'est Barthélemy qui s'en rend compte au tout début, enfant, que son chat Socrate lui parle. Et donc cette lignée de chats philosophes intègre et accompagne parfaitement bien tout au long du roman la famille Agulon. Guide la famille Agulon. Leur place, pourquoi ces chats philosophes? Parce que les chats philosophes, que vous dire de plus? Non, boutade mise à part, je me suis rendu compte que dans chacun de mes romans, il y avait un animal totem. Une immense sensation de calme, c'était l'ours. Le sanctuaire, les oiseaux. L'autre moitié du monde, les anguilles. Et sur l'épaule des géants, les chats. Alors les chats arrivent, si on regarde, je crois que c'est chapitre 3. Chapitre 3, il y a un chat qui raconte le conte de la princesse Silingshi à son petit maître. Et en fait, il va devenir le maître de son maître, avec un principe d'inversion cher à la philosophie de Socrate, d'ailleurs. Et je ne sais pas comment c'est arrivé cette histoire-là, certainement par le goût du merveilleux, le goût de la merveille, le plaisir de
de la de, comment- de la fiction enfantine, je dirais. C'est très enfin, j'ai grandi au milieu des livres. On m'a raconté et on m'a dit des textes à haute voix pendant très longtemps et j'ai été très marquée par les contes et par Béatrix Potter, par Sophie Canetang, Madame Piquedru, etc. Je ne sais pas si vous connaissez les Béatrix Potter, qui était une autrice anglaise et qui racontait des histoires avec des animaux, des vies d'animaux, alors qui étaient un peu humanisées, mais pas tant que ça finalement. C'est Jeannot Lapin. Et ça a vraiment, vraiment ensemencé mon imaginaire. Et je crois que c'est resté très longtemps. Et puis plus généralement, je suis assez. Je vis au milieu des animaux depuis toujours. Mes parents en avaient beaucoup. Des chats depuis toujours. Je les ai remerciés, je les ai mis dans les remerciements à la fin du livre. Mais des oies, des canards, des paons, un corbeau, des chiens, un cheval. Enfin, voilà, il y a toujours eu des animaux autour de moi. Et je n'ai jamais considéré l'espèce humaine, enfin, mais ça c'est très naturel, ça m'a été inculqué de manière très sans discours. C'était dans le faire, dans comment ça se passait dans la famille. Et ben, il n'y avait pas de différence entre les animaux et les humains. Et on était sur un pied d'égalité. Et puis on m'a beaucoup lu de contes amérindiens, qui ont des cosmogonies où le vivant est sur un pied d'égalité, quelles que soient les espèces, quoi. Et ça me vient de la littérature et de la vie, de la famille, et donc c'est très naturel en fait que ça arrive comme ça quand je raconte des histoires, parce que c'est constitutif je pense, ma vision du monde. Et je continue à prêter beaucoup d'attention aux animaux, à leur langage, à- pas plus tard que midi. Ce midi, on a des chats chez nous, plusieurs, trois. Et il y en a un qui vient, qui n'est pas de nos chats, qui s'appelle Groméo, qu'on a nommé Groméo, et qui vient embêter les nôtres. Il vient chercher à se battre, la bagarre, quoi. Et pas plus tard qu'à midi, il vient embêter des nôtres qui était dehors, qui grimpe dans un pin qui est à 3 mètres de la maison, très très grand pin. Et il y avait les deux autres qui étaient à l'intérieur. Et c'est les deux autres qui m'ont alerté sur le fait que il miaulait d'une manière que je n'avais jamais entendue. Enfin, il miaulait, je n'avais jamais entendu ce miaulement, ce son-là. Et je voyais bien que eux communiquaient et qu'ils savaient exactement ce qui était en train de se passer. Et nous, on s'est retrouvés avec mes enfants très démunis face à ce langage-là qui nous échappait. Et ça me passionne. Ce qui nous échappe de tout ce qui se dit et tous ces langages-là, comme les abeilles, le langage des abeilles, etc. Je suis très, très en appétit. Et la science, je vais peut-être anticiper, pardon, sur la suite des questions, mais la science est peut-être la voie qui nous permet de percer ces mystères-là des langages, de nos propres opacités aussi, hein, et de l'opacité du monde. Et donc le merveilleux et la science, pour moi, vont très bien ensemble. Et il y a quelque chose, il y a une grande poésie dans les chiffres, dans les formules. D'ailleurs, on dit formule. Hein, les formules, la formule du conte, la formule magique, et puis la formule mathématique. Hein, c'est le même mot. Donc tout ça, c'est assez naturel. Ça fait partie je pense, de ma vision du monde. Où on vient, en effet, compléter cette galerie d'hommes, de femmes et de chats philosophes par des personnages historiques, réels, qui les accompagnent et que vous avez intégrés. Petit télescope. Il y a un maillage absolument étonnant dans ce roman entre des personnages de fiction, des personnages hommes, femmes de science, historiques, politiques. Barthélemy travaille aux côtés de Pasteur. Tout ça se fait avec un naturel absolument délicieux. Voilà. Et je me suis posé la question quand ça m'est arrivé, quand je me suis dit, tiens, il y a Pasteur, les Cévennes, Pasteur.
le problème des vers à soie, Pasteur. Bien sûr. Au début, je me suis dit, c'était un peu gonflé quand même, parce que s'il y a des descendants de Pasteur, peut-être qu'ils pourraient mal le prendre. Et puis ben non, la littérature, le grand pouvoir de la littérature, c'est ça, c'est jouer. C'est jouer avec un potentiel réel. Qu'est-ce que ça veut dire le réel, hein? De toute manière, c'est un artefact, enfin on le sait tous. Donc j'ai fait confiance, et puis de toute manière, j'écrivais toute seule. Il n'y avait pas d'éditeur, il n'y avait pas de lecteur, hein, donc je m'amusais moi enceinte, grossissant, coincée au 5e étage. Bah, je m'amusais, je me suis dit, bah allez, vas-y, complètement, qu'il rencontre Diaghilev, qu'il rencontre Picasso, qu'il suive Stavisky dans ses escroqueries, qui est Pasteur, et que sais-je, enfin plein d'autres. Et petit à petit, cette dynamique du jeu avec l'histoire me créer de la matière narrative, parce que j'allais enquêter. Moi, j'ai fait des classes préparatoires, Hippocagne-Cagne, c'était très axé en histoire sur la fin du 19e siècle et le 20e siècle, donc j'avais un certain bain, on va dire, de connaissances qui me permettaient d'ancrer ces personnages-là. Enfin, en tout cas, je m'étais raconté des histoires. Pour moi, c'est imbitable, hein, l'histoire. J'ai toujours trouvé que c'était une matière affreusement enseignée. Enfin, je me suis profondément ennuyée en cours d'histoire, mais vraiment, mais éternellement. Alors que l'histoire, là encore, hein, faisons résonner les mots, l'histoire, c'est celle qui nous est racontée, c'est ce qui doit nous être raconté. Et il me semble que l'histoire est une matière profondément joyeuse, à contrario, et le roman, c'est par le roman que je me suis intéressée à l'histoire avec un grand H. C'est dès qu'il y a de la chair, dès qu'il y a de l'émotion, que ça me parle, que ça résonne en moi. Et donc, je sais plus ce que je dis, oui, je faisais des recherches, et il y avait des accidents de parcours. Je tombais sur un collectionneur de termites. Je tombais sur le scandale Stavisky. J'étais pas trop au point, hein, sur cette affaire. Plein de petits détails comme ça, sur la musique concrète aussi, j'ai appris tout un tas de choses. Et de fil en aiguille, toujours, je suis désolée, je file la métaphore de la couture, mais de fil en aiguille, le roman prenait des chemins, et comme je vous disais, il le permettait. Et c'était vraiment ce qui était très très jubilatoire dans l'écriture de ce roman, à l'inverse, mais alors à l'inverse total du Sanctuaire, qui était une écriture sous contrainte, un huis clos dans lequel moi j'étais comprimée, compressée, j'étais contenue. Parce qu'il y avait une règle du jeu, c'était les personnages de départ, peut-être une naissance au milieu, peut-être un personnage Deus Ex Machina à un moment donné pour venir un petit peu sortir de ce huis clos, mais sinon c'était un lieu, une famille et un problème, survivre. Et pendant un an, 2 ans d'écriture, il fallait jouer avec ça. Bon, c'est intéressant, je dis pas le contraire, mais j'ai souffert. J'ai souffert pendant l'écriture de ce texte-là. C'était oppressant. Alors que celui-ci, c'est une écriture mais infiniment joyeuse. Ça a été d'une gaieté absolue. Et pareil dans le travail éditorial qu'on a fait avec mes éditeurs, Marc Villemin et Valérie Millet, puisque j'ai la chance, moi je suis choyée aux éditions du Sonar. J'en ai 2 qui travaillent. D'abord un premier, Marc Villemin, qui fait un premier travail éditorial, hein, sur le texte, et dans un second temps, on envoie le travail qu'on a accompli tous les deux à Valérie Millet, et rebelote. Donc j'ai 2 altérités qui viennent intervenir sur le texte, qui est sans prix. Et puis alors, avec des dialogues, des conversations qui n'en finissent plus. On a un travail colossal qui est fait sur des arbitrages infimes. Et j'ai beaucoup de chance en rencontrant mes camarades d'écrivains au fur et à mesure des festivals, des tables rondes que je peux faire. Je me rends compte à quel point c'est pas le cas partout. Et vraiment, les petites maisons d'édition indépendantes ont cet atout-là de permettre un travail sur le texte absolument faramineux. Alors, on a l'impression, quand on dit comme ça, qu'on va travailler pendant 6 mois avec nos éditeurs sur le texte, qui va être raboté, changé du tout au tout. Pas du tout. Hein. C'est comme je vous disais, c'est infime, c'est sur la phrase, c'est le questionnement de certains mots, la justesse, une virgule, et alors, pour preuve, hein, j'ai un rituel. Moi,
Quand j'envoie à mes éditeurs la première mouture, qui a déjà largement été vue, revue et travaillée, je l'envoie aussi à ma mère. Et ensuite, ma mère, le jour de la sortie, a son propre rituel. Son propre rituel, c'est qu'elle achète mon livre en librairie et elle le lit le premier jour de sa sortie. Je pense que c'est ma première lectrice, vraiment, de fait. Et ces derniers temps, elle m'appelle le soir et elle me dit « Bah dis donc, t'as pas changé grand-chose ?» Il y a 6 mois de travail, parfois 6 heures le soir au téléphone avec mes éditeurs qui sont à Paris sur des périodes de 3 semaines où on s'appelle 6 heures tous les soirs à suer sang et eau. Et en fait, ça, j'ai compris que c'était vraiment un bon signe, qu'elle ne voit pas exactement ce qui avait bougé. C'est parce que petit à petit, et ça c'est eux qui me l'ont appris, c'est qu'il faut effacer l'écriture. Alors ça peut paraître un peu abscon, là, dit comme ça, mais effacer les coutures, pour filer cette métaphore, hein. Effacer les fils, effacer les ficelles, pour que ça paraisse de plus en plus limpide. Et on rabote la phrase, on va l'évider de manière à ce qu'elle soit la plus simple, la plus pure possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se lire en traversant les textes que j'ai pu écrire. Le premier est encore un petit peu, à mon sens, maintenant que je reviens dessus avec ce que j'ai appris aussi, hein, des années éditoriales avec mes éditeurs, je le trouve un peu précieux par certains endroits. Je trouve qu'il y a des adjectifs qui auraient pu être enlevés. Mais c'était déjà pourtant le cas, hein. Marc Vimin, quand j'avais commencé à travailler avec lui sur le texte, c'était les premières fois où on bossait ensemble, il m'avait donné une direction de travail. La première fois, il m'avait dit « salis ton texte ». Alors, je peux vous dire que c'était curieux pour moi, hein, quand je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, c'était un conseil extrêmement judicieux. Et en y réfléchissant, j'ai compris, puis on a parlé, il m'a donné des pistes, hein, bien entendu. Le fait de salir, c'est d'arrêter d'avoir une phrase trop figée, de laisser de la place au lecteur, d'enlever aussi des mots qui amidonneraient la syntaxe et qui figeraient aussi le sens. Donc, les adverbes, les adjectifs, s'en méfier, hein, énormément. Et donc, tout ça, c'est un travail qui se voit très peu, mais en fait est capital. Et vraiment, moi, j'ai la sensation sur les derniers moments où on travaille sur le texte, les épreuves, ça aussi, un nom qui résonne fort, hein. Thibaut Bérard qui est dans la salle doit tout à fait savoir ce que ça veut dire, hein. Les épreuves, on est mis à l'épreuve dans ces temps-là qui sont souvent des temps où il y a une échéance très courte. Et dans ces moments-là, moi j'ai vraiment la sensation que comme en cuisine, quand on fait une mayonnaise, il y a un moment donné où on voit que ça prend. Et le texte, à ce moment-là, moi j'ai vraiment la nette sensation de voir quand il cesse d'avoir des scories et qu'il il devient là, comme ça, là, il se tient. Et c'est vraiment dans ces derniers moments que ça prend, curieusement. Et à coup de virgule, à coup de sabre aussi, où on enlève des petites choses, là, comme ça. Non, c'est pas de sabre, c'est du scalpel. Là, à ce moment-là. La bonne image, c'est ça. C'est marrant ce langage que vous employez vraiment de matière. C'est du côté du lecteur. Moi, je trouve que c'est un peu le sentiment qu'on a aussi d'être plongé dans quelque chose qu'on pourrait presque toucher du doigt, une matière au tout début aux côtés de Lazare. On a l'impression vraiment d'avoir la précision de l'entomologiste comme ça, enfin voilà, qui se questionne dans ces vignes. On a le sentiment de toucher la terre. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent en fait, cette espèce de manipulation d'un terroir, d'un endroit, d'une matière, d'un sujet, voilà. Merci parce que Je trouve que ça se ressent vraiment dans la narration, ouais, Je pense que ça vient du travail poétique de la langue. Aussi, oui. Oui. Et que c'est ça qui peut-être fait que de temps en temps ça puisse sentir, ça puisse bruisser, que ça puisse se toucher. Mais au départ, de toute manière, moi, le désir le plus absolu que j'ai, c'est de réduire l'écart entre la sensation et le langage.
Ça, vraiment, dans mon écriture, en tout cas, la recherche que je fais moi, quand j'écris, c'est ça. C'est réduire cet écart-là entre la sensation, vécue ou pas, hein, peu importe. Et donc, je brasse les sens. Il y a de la couleur, je travaille beaucoup avec les couleurs, beaucoup par synesthésie, en déplaçant ou en tout cas en hybridant des sens entre eux, parce qu'il me semble que c'est comme ça, hein, au terme de recherche hein, sur la phrase et sur les images notamment. Enfin, c'est parce que la matière, c'est elle que je vais attraper avec les images. La métaphore, l'oxymore, et puis parce qu'elle est première, la matière. Elle est première dans le désir géographique la plupart du temps, le désir, ou alors le désir du corps d'un personnage, c'est de la chair, c'est de la matière. Et parce que je suis incapable de faire ce que des auteurs font très bien et que je n'arrive pas à faire, je pense que je n'y arriverai jamais, c'est à écrire de manière abstraite et psychologique. C'est quelque chose que je ne parviens pas, je ne vois pas comment c'est possible. Enfin, je vois bien si comment c'est possible quand j'analyse, je suis professeur de français, donc je vois très bien quand j'analyse des textes d'auteurs qui parviennent, et ça me semble vraiment à des lieux et des lieux de mon territoire. Bon, on fait avec ce qu'on a, comme ce qu'on peut. Mais, et moi, voilà, ça m'appartient. La matière, je crois que je sais faire. Et puis j'aime bien. J'aime bien sentir les choses, j'aime bien cuisiner, j'aime bien les parfums. J'aurais voulu être née. C'est ma vocation ratée. C'est né. Et Jean-Claude Héléna, qui est né chez Hermès, dit volontiers que le nez est un écrivain d'odeur. Ça me parle beaucoup, ça. Et tout le vocabulaire de l'onologie, la fermentation, la mise en cave, les fragrances, la première bouche. Une phrase, elle a des goûts, elle a un goût pour moi. Une phrase, elle a un goût en première bouche, et puis après, bah, y a tout, elle va mûrir dans le palais, elle va se déployer comme un vin. Et tout ça, ça m'aide, moi, à travailler. C'est des mots qui m'aident à m'approcher au plus près du geste d'écrire, mais qui est un geste qui reste toujours extrêmement mystérieux, et tant mieux, et bien heureusement. Mais l'ébénisterie aussi, voilà, des pratiques artisanales où il y a la main. Et je ne veux pas oublier qu'au départ, il y a un corps qui écrit, que ça vient de la matière, ça vient d'un souffle. Le souffle, c'est de l'air, c'est de la matière. Invisible, certes, mais de la matière. Qu'on sent quand on vous raconte une histoire, on sent le souffle. Quand les gens sont prêts, on sent le souffle des gens, ça fait chaud, une histoire. Et cette matière-là, elle ne m'échappe pas, et je voudrais pouvoir... voilà, l'idéal, c'est ça, hein, ce vers quoi on tend et qu'on échoue, ce à quoi on échoue, pardon. Sans arrêt, c'est ça, c'est que le souffle du narrateur soit chaud. On y tend, on échoue tout le temps. Où l'on se dit donc, pour revenir aux personnages, entre les personnages historiques ayant vraiment existé et les chats philosophes, se joue un balancement dans votre écriture entre la magie, le merveilleux et la réalité. Vous y avez un peu répondu, vous l'avez évoqué, et voilà, ça vous est propre en fait dans chaque ouvrage. Il y a quelque chose, voilà, de l'ordre du merveilleux. Oui, mais dans tous, sauf dans l'autre moitié du monde, où il y a la patine du conte, comme ça, vite fait. Mais où là j'ai tenu la bride vraiment court à ça, en me disant n'y va pas. Pourtant il y avait tout qui était en place. Il y avait un personnage qui s'appelle, ça y est, j'ai perdu son nom, Maria, une vieille accoucheuse, faiseuse d'anges au fond des marécages. Je l'avais située bien au fond des marécages, hein. Tout était là, la sorcière était là, hein. Et je me suis dit non, tu peux pas, tu n'as pas le droit, ça c'est pas juste. Et c'est la question de l'honnêteté par rapport à ce qui est mis en place dans l'histoire. Qu'est-ce qui est mis en place dans une histoire? Le périmètre de jeu qu'on s'est défini, hein, qui se fait en se faisant. Et il y a des choses qu'on peut se permettre et il y en a d'autres qu'on peut pas se permettre. Et ça, je sentais bien que si j'allais vers mes darlings, comme dit Valérie Millet, qui emprunte la phrase
Alors on dit que c'est Faulkner, mais c'est pas Faulkner. Et même pas. C'est un obscur inconnu, visiblement, et qui a été. Ça, j'aime beaucoup, hein, la reprise, justement. Hein, on en parlera sur l'épaule des géants. C'est une phrase comme ça qui est palimpseste, qui a été reprise et puis déformée par plein de savants. Et alors, on l'attribue à Faulkner, Stephen King, Fitzgerald. Et je crois que c'est quelqu'un. Alors, il faut regarder sur Internet. On m'avait envoyé. Un lecteur m'avait envoyé exactement qui. Ouais. Et la phrase, c'est Kill your darlings. Tue tes petits chéris. Et quand tu écris. Et donc, ça fait peut-être partie un petit peu de mes petits chéris quand même, la magie, le merveilleux. Ça fait partie aussi des textes que j'aime bien lire, l'intrusion de l'étrange, le Unheimlich de Freud, ça me parle quand même, l'inquiétante étrangeté. J'aime bien quand c'est étrange et quand la phrase elle sonne étrange aussi. Je trouve que souvent quand ça sonne étrange, ça sonne juste. L'incongruité de certaines associations de mots. J'aime pas basculer dans le surréalisme. Ça ne m'appartient pas. C'est pas mon territoire. Mais l'incongruité, oui. Je cite souvent cette phrase dans Une immense sensation de calme, le soleil décliné en œuf au plat sur la colline. Mais pour moi, ça c'est très juste. Ça ne peut pas être plus juste que l'image que j'ai dans ma tête d'un soleil juteux qui coule à l'horizon, qui décline. Voilà, des choses très concrètes en fait. Avec des choses très concrètes, on peut parler de choses. Et on évite l'écueil du lyrisme. Ça quand même, parce que c'est un vrai écueil. Et j'adore le lyrisme. Je m'enflamme, moi, quand j'écris. J'ai des grandes envolées et je me prive pas. Je veux pas me priver de ça. Mais pour se tenir un peu éloigné de cet écueil-là, du lyrisme et des stéréotypes, hein, la langue poétique incongrue, elle permet de s'en prémunir un petit peu. Bon. Et on y arrive justement dans celui-ci, où l'usage d'un vocabulaire un peu daté, désuet, qui colle finalement parfaitement bien en fait au roman, à ce temps, à ce rapport au temps, à cette généalogie, à l'époque que les personnages traversent. C'est vrai que pour un ouvrage de littérature contemporaine, on parlait tout à l'heure j'évoquais le modèle du roman feuilleton, et on a ça un peu en fait par l'objet, par la manière dont il est présenté et par le vocabulaire que vous employez. C'est là aussi vraiment délicieux, et ça met le lecteur dans une posture un peu différente, comme un voyage aussi dans le temps, voilà, par l'usage. Les mots ont un sillage. Oui. Les mots oui, un sillage. C'est un vocabulaire qu'on peut utiliser pour parler des bateaux, de ce qui fait voyager. Les mots font voyager, vraiment, hein, dans le temps, dans les lieux, et ils ont un goût, moi, les mots, et j'aime beaucoup, comme j'aime bien les saveurs exotiques dans la cuisine, je trouve que les mots peuvent avoir un exotisme, les mots désuets. Alors là encore, il faut en user avec parcimonie. La question, c'est la question de l'équilibre. Quand on met trop de piment ou trop de cardamome ou trop dans un plat, ça annule tous les autres, hein, et comme dans le vin, hein, quand il y a une dominante trop forte. Dans l'écriture, c'est pareil. Alors les mots, de temps en temps, qu'il y en ait un, se permettre cette petite préciosité, et puis tout de suite après, s'en méfier, retourner à quelque chose de beaucoup plus prosaïque, plus terre à terre. Mais oui, je me prive pas de ça. J'aime beaucoup, j'aime le lexique, j'aime le sillage historique aussi des mots, toute l'histoire, tout ce qui charrie de l'évolution de la langue. Je suis professeur de français, hein, donc je crois qu'on ne se refait pas dans les mots. C'est ce qui permet de nommer le monde. C'est quand même, c'est infiniment, c'est quelque chose de sublime en fait. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir magique, le pouvoir de recréer des mondes. Avec un livre, avec des phrases, avec de la grammaire, c'est ce pouvoir-là. On revient à la magie, mais comme la science, comme une formule magique, elle met en sens le monde. Et sens, là aussi, le sens, l'essence. Hein, bon. Et où il apparaît aussi que peut-être les adages, les mantras, les citations dans pas mal de titres
Voilà, certaines formules comme ça, j'ai retenu dans une immense sensation de calme cette phrase, nous sommes simplement de passage, qui revient, qui rythme aussi par moments. Alors de manière très différente, mais ce Gloria, Gloria que prononce Gemma dans le sanctuaire, et ici, par la voix beaucoup des chats, voilà, des phrases comme ça. Donc ici, c'est Socrate qui dit « Le temps, malgré tout, trouvera la solution malgré vous », qui sont... Qui est une vraie phrase de Socrate. Qui est une vraie phrase du vrai Socrate, oui. Pas du chat. Mais voilà, c'est ces phrases comme ça qui rythment vos textes. J'aime bien que vous disiez qui rythme, parce qu'il s'agit là de ritournelle. Il s'agit d'une écriture musicale, et on revient à la poésie. Moi, j'écris à l'oreille. J'écris à l'oreille et de plus en plus non pas en faisant le gueuloir de Flaubert, mais on n'est pas loin. Je profère mes textes de bout en bout maintenant. C'est nouveau. Enfin, ça fait 2 romans que je le fais in extenso. Que je les passe à l'épreuve du souffle. Et je pensais pas en fait que c'était efficace à ce point. Je pensais que la voix intérieure permettait d'entendre. Et ben non, en fait, elle permet un petit peu d'entendre, mais elle permet pas jusqu'au bout. Et là, on entend quand ça tombe mal, on entend le gras, on entend tout. Ça pardonne pas la mise en voix. Et les ritournelles, c'est aussi peut-être un attachement profond à l'origine orale de la littérature, aux épithètes homériques qui reviennent, qui rythment le texte. Et c'est typique du narrateur qui conte. Et ça fait partie du conte aussi. On y revient à cette affaire-là du conte. Oui, voilà, l'oreille, le conte... la formule. Le plaisir de la formule aussi, c'est le sens resserré. C'est réduire le sens à sa plus simple expression, de manière la plus condensée, la perle. Et ça accompagne dans cet ouvrage-là, enfin voilà, ce rythme-là, cette phrase, ça accompagne autant la malice que l'érudition, que, enfin voilà, ça va vraiment de pair avec ce mélange, je trouve, d'horizons, de personnages, de matériaux, de voilà, toute cette manipulation et ce savant dosage de malice et d'érudition. Tant mieux, je trouve. Où il semble plutôt évident à vous lire qu'une brochette d'auteurs ont influencé votre écriture. Moi, vous avez senti ça. Alors, je veux bien que vous me disiez lesquels vous... C'est peut-être Moi, pas... C'est la question, c'est une question. Ah bah, je sais pas, peut-être dans l'écriture, quelque chose de géographique. Moi, j'y ai vu Sandrars, mais après, c'est un peu faussé parce que j'ai lu aussi. Oui, Sandrars, voilà. Indubitablement. Ouais. Et puis j'y ai vu quelque chose d'assez minéral aussi dans les premiers du côté de Giono. Après, pour ceux qui me semblent les langues les plus évidentes, mais je serais assez curieuse de savoir quelles autres qu'on ne devinerait pas et s'il y en a. Roald Dahl, en premier. Ouais. Les contes, comme on disait. Oui. Tolkien, en troisième. Je fais dans l'ordre chronologique, de ceux qui ont vraiment été... je pourrais mettre Béatrix Potter, quand même. Pour celui-ci, vous parlez pour ce roman-là, pour tous. Parce que c'est avec la même bibliothèque qu'on écrit. Après, il y a des rencontres aussi qu'on fait plus récentes et qui peuvent avoir des influences. Ça, je pourrais vous en dire un mot sur l'autre moitié du monde. Parce qu'il y a un auteur qui est venu ici et qui a compté qui a influencé un infléchissement dans mon écriture à ce moment-là. Balzac, Zola, Hugo, ensuite au collège, qui ont été des rencontres. Et Hugo, lui, a continué à m'accompagner. Balzac et Zola, un peu moins. Flaubert, Marguerite Yourcenar, Colette, lycée, Colette, hyper important. Elle continue à m'accompagner, je la lis comme de l'homéopathie. Je lis des petits fragments régulièrement pour me faire du bien. Sandrars après le bac, grande rencontre. André Suarez, parce que j'habitais Marseille et ça a été un choc, son écriture. Alors
pour Marseille uniquement, donc son Martiaux. Peut-être Robert Desnos, très important. Cormac McCarthy, Capital. Sylvie Germain, phénoménal. 30 ans, j'ai 30 ans quand je rencontre l'écriture de Sylvie Germain. Je commence à écrire une immense sensation de calme. En cours d'écriture, un tiers du texte, à peu près. C'est encore pas complètement installé, c'est fragile, un tiers du texte. On ne sait pas si on va arriver au bout, on ne sait pas trop, c'est mon premier roman en plus. Hein. Je commence à lire Le Livre des Nuits de Sylvie Germain. Un choc abominable, mais terrifiant. Je me suis dit, elle m'a volé ma voix. Je reconnaissais toutes les images, toutes les rythmiques, toutes les mélodies, les lignes mélodiques des phrases. J'avais l'impression, sa mythologie, tout son imaginaire, j'avais l'impression qu'elle était dans ma tête. Ça ne m'est plus jamais arrivé à ce point. Elle m'a rendue silencieuse pendant 6 mois. Impossible d'écrire pendant 6 mois. J'étais muette. Ça a été terrible. Je me suis dit, mais à quoi bon ? À quoi bon continuer puisqu'elle l'a fait ? Elle le fait de manière merveilleuse, sublime. Et au bout de 6 mois, le texte a pris un tour qu'il n'aurait pas pris. Grâce à Sylvie Germain, je me suis permis le fantastique. Et elle m'a permis le merveilleux, le fantastique. J'avais oublié que c'était possible à cause de mes études universitaires, parce que je reviens, je suis prof. Et on ne va pas trop vers le merveilleux, vers le fantastique, enfin, en tout cas, et vers le jeu. On analyse, c'est très analytique, c'est très sérieux tout ça. Et donc, j'ai réussi à me défaire, moi, de l'esprit de sérieux grâce à Sylvie Germain, après 6 mois de silence total et d'abstinence absolue de l'écriture. Alors que ça m'était jamais arrivé, hein. J'ai toujours écrit plus ou moins de manière continue. Voilà. Voilà, quelques mots sur L'autre moitié du monde et sur les... Alors c'est pas des auteurs qui deviennent phares comme des auteurs séminaux qui sont là depuis le début, mais il y a des rencontres avec des écritures fortes. Dernièrement, il y a eu Pierre Michon, je connaissais pas, je l'ai lu assez récemment, il y a quelques années. Écriture très forte qui forcément vient déposer des choses en soi et qui vient... Alors, on ne sait pas comment ça vient jouer dans l'écriture, mais ça vient rencontrer, c'est en collision, c'est en frottement, c'est en friction. Et c'est Thomas Giraud que je connaissais en tant qu'auteur et dont je suivais le travail depuis ses débuts. Et on s'est rencontrés plusieurs fois dans des festivals. Et c'est un auteur qui est devenu un auteur précieux pour moi et un ami, tout simplement. Et son écriture, sa manière d'approcher les choses, de parler dans les interstices, dans les tremblements, dans ce qui est petit, dans ce qui est fragile, dans les silences aussi. Il creuse le silence. Tout ça, ça a beaucoup joué dans l'écriture de L'autre moitié du monde. Énormément. Je me suis beaucoup adossée. Et souvent, j'ai un auteur récent auquel je m'adosse pour écrire le texte en train de se faire. Là, en l'occurrence, c'était Thomas Giraud. Dans Le Sanctuaire, il y avait Cormac McCarthy, indubitablement. Sylvie Germain, dans Une immense sensation de calme. Et là... Sur l'épaule de géant. Il n'y avait pas d'auteur récent. Il y avait plutôt ma bibliothèque universitaire, pour le coup. Parce que j'ai fait des études autour du XVIe siècle. Un mémoire universitaire sur Béroald de Verville, Le moyen de parvenir, un auteur assez obscur du XVIe siècle, qui m'avait été soufflé par mon directeur, Jean-Raymond Fanlot. Je le remercie d'ailleurs de m'avoir fait découvrir ce texte complètement farfelu, parce que c'est le moyen de parvenir, mais on ne parvient à rien du tout. C'est une réécriture du banquet de Platon, avec 500 convives, 500 personnages donc, et ça va dans tous les sens, c'est un peu scatologique, ça bouffe, ça parle, c'est la folie. Et j'avais intitulé ce mémoire Le Docte est folle, moyen de parvenir. Parce que le XVIe siècle, c'est vraiment le siècle de ce qui est docte et folle, ce qui permet les inversions, qui permet les anamorphoses. On a le rire qui côtoie le tragique, chez Rabelais, c'est capital. Et donc là, il y avait surtout cette bibliothèque 16e qui jouait, qui ressurgissait,
comme une source qui est profonde et qui, à un moment donné, hop, elle ressort et elle vient irriguer. Là, ce qui a irrigué mon roman, c'était ça surtout. Les jeux de mots, les longs fils de jeux de mots WhatsApp que je peux avoir avec mes copains et mes copines. On a avec mes amis que j'ai gardés d'Hippocagne et de Cagne, on a des fils de jeux de mots où on s'envoie, on creuse un filon et on épuise jusqu'à la lie le filon du jeu de mots. Voilà. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même un des grands plaisirs que j'ai. J'ai l'impression que mes cheveux font n'importe quoi. C'est un des grands plaisirs que j'ai avec la langue française. Et pourquoi, en fait, je me prive de la gaieté de la langue française dans mes textes. Parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression qu'il fallait être grave, sérieux, etc. Enfin, j'avais pas l'impression, j'avais peur. J'avais peur de ne pas être assez sérieuse. Et la confiance qu'on acquiert petit à petit en publiant, en rencontrant les lecteurs, m'a permis, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que ce texte-là, il avait été écrit, il avait commencé à être écrit en 2011, et je ne l'ai montré qu'il y a 2 ans à mes éditeurs, parce que je n'avais pas osé. Je m'étais dit, c'est pas sérieux. Je leur dis, ouais, j'ai ce truc là dans le tiroir, mais c'est pas pour vous. Et c'est parce que l'école des loisirs m'a contactée il y a quelques années en me demandant si je voulais écrire un texte pour la jeunesse, que je me suis posé la question. Je me suis dit, et si c'est pas refourguer, hein, c'est pas le terme, mais par paresse, je me suis dit, tiens, ce texte-là qui sommeille, j'en fais rien, peut-être qu'il pourrait être pour la jeunesse. Bon, en fait, c'est totalement faux, il n'est pas pour la jeunesse du tout. Mais j'en ai parlé à Valérie Millet, mon éditrice, parce que par loyauté, hein, évidemment, en lui disant, qu'est-ce que je fais, j'envoie ça, j'essaye de le réécrire, etc. Elle m'a dit, bah, non, tu vas me le faire lire avant. Et le lendemain, après l'envoi du fichier, puis je l'avais envoyé avec 1000 préventions, en lui disant, tu verras, c'est pas trop pour vous, c'est pas très sérieux, je l'ai pas relu. Enfin, et le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, il est hors de question que tu l'envoies à qui que ce soit d'autre. Et non seulement on va l'éditer, mais on va l'éditer avec des gravures. Et donc voilà, vous savez tout. Où l'on arrive à la question qui suivait, qui est celle des illustrations, vous qui avez vu comme ça accompagne le marche texte. bien. Bravo. J'en aurais bien glissé une autre, mais tant pis, on la mettra après. Donc la question de ces illustrations, c'est un choix de Valérie Millet, Ouais, ça c'est un choix de Valérie Millet, c'est une idée plutôt. Oui, une idée. C'est une idée de Valérie Millet qu'elle m'a soumise et à laquelle j'ai dit oui tout de suite parce que ça me semblait presque évident. En fait, j'y avais pas pensé, mais ça me semblait évident parce que la forme du feuilleton que vous notiez tout à l'heure, elle préside au texte. On ne naît pas impunément à Veynes, dans les Hautes-Alpes, avec des grands-parents qui habitent rue Ponson du Terrail, à quelques encablures du château de Montmaur, où est né Ponson du Terrail, auteur de Rocambole, le monument de la littérature feuilletonesque. Voilà, hein, donc j'avais... la géographie, là encore, je sais pas en quel... Non, mais en tout cas, une chose est sûre, de manière beaucoup plus rationnelle, hein, parce que restons rationnels, on m'a fait lire parce que Ponson du Terrail était voisin, hein, en quelque sorte. On m'a fait lire Rocambole très jeune. Et j'ai pris un plaisir incroyable à lire ce feuilleton. J'aime beaucoup la forme feuilletonnesque. Les sagas, j'aime... Salman Rushdie dit cette formule merveilleuse, il parle de la courtoisie de la péripétie. Je trouve ça lumineux. Ça me parle énormément. Et je trouve, peut-être que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais que dans la littérature française actuelle, on boude un peu ce plaisir de la péripétie. Ça me manque. Ouais. Ça me manque beaucoup. Moi. J'aime qu'on me raconte des histoires. J'aime la surprise. Et la surprise, la péripétie, péripétia, hein, en grec, c'est l'imprévu, la surprise de l'imprévu. Et on retrouve ce territoire de l'enfance avec la surprise. Hein, faire une surprise, il n'y a rien de plus beau que l'enfant à qui on fait une surprise. Mais pour moi, la lecture peut avoir ce goût-là. Et l'événement imprévu qui arrive, qu'on se permet... cette saveur-là, me semble-t-il. Donc, je n'ai pas dit grand-chose des gravures, mais Hélène Bautista, on a fouillé les internets pour trouver quelqu'un qui puisse avoir un univers qui réponde à Sur l'épaule des géants. C'est Valérie Millet qui a déniché le travail d'Hélène Bautista, qui l'a contactée pour lui demander si ça l'intéressait déjà dans un premier temps. Donc elle a lu le texte, elle a immédiatement dit oui.
Elle s'en est emparée, elle avait comme contrainte uniquement de faire 70 gravures, elle fait des linogravures, qui rythment de manière régulière le texte. Il ne fallait pas que toutes les gravures, évidemment, soient concentrées dans la première partie, et puis voilà. Donc que ça soit réparti uniformément, harmonieusement sur l'ensemble du livre. Et elle avait, je crois, 1 an pour le faire. On lui a donné le travail en avril, en juin tout était fait. Très inspirée. Elle a été habitée entièrement par le roman, par l'histoire, par les personnages. Elle a été happée par son travail, dans une gourmandise incroyable, et elle nous envoyait des brassées de gravures, vraiment, ouais, il y a des personnages avec des noms de fleurs, et moi j'attrapais ça comme des bouquets de gravures. Et à chaque fois, j'étais extrêmement surprise parce que c'était pas figuratif, c'était pas illustratif. Il y a quelque chose, elle arrive à... Moi, j'avais peur qu'elle fige le visage des personnages ou qu'elle fige leur silhouette. J'ai un peu de mal avec ça. Et en fait, pas du tout. Pourtant, il y a des visages, mais elle a réussi dans ses gravures, je trouve, à restituer, moi, mon approche des personnages, qui est une approche plus de mouvement ou stylisée, où en fait, les personnages ont guère de traits. Enfin, moi, je vois pas le visage de mes personnages. Ouais. Et je sais pas quel visage ils ont. Ça m'intéresse pas du tout de savoir quel visage ils ont. Et oui, des jeux d'ombre. Et puis, toujours du hors-champ. La petite facétie, si vous regardez un peu partout, là, il y a une queue de chat qui sort. Là, il y a des feuilles qui fuient un petit peu hors du cadre. Voilà. Il y a toujours un petit truc qui s'enfuit dans la marge. Et la marge, moi, c'est un endroit aussi, hein, on parlait de lieu, la marge, c'est mon lieu préféré. Dans tous les sens du terme, sociologique, la marge de la page, où on griffonne les choses qui finalement sont les plus essentielles. Ouais. Donc Hélène Bautista, grande rencontre, très belle. Je nourris l'espoir de continuer à travailler en cheville avec elle sur d'autres projets. Enfin, elle aussi, on se l'est dit. Où l'on parle peut-être du titre, sur l'épaule des géants. On l'a évoqué tout à l'heure. XIIe siècle, Bernard de Chartres, je vous épargne la citation en latin, mais il dit à peu de choses près, nous sommes des nains sur les épaules de géants. Cette phrase traverse les siècles, reprise par Pascal, reprise par Newton dans sa correspondance avec Robert Hooke, que j'ai mise en frontispice du texte, qui fait partie intégrante du texte, hein, de fait, et qui est le titre. Si j'ai vu plus loin, c'est en montant sur l'épaule des géants. Plus tard, c'est repris par Umberto Eco, qui en fait le titre d'un essai, chez Grasset. C'est aussi, de manière un petit peu détournée, le titre d'une émission sur France Inter, sur les épaules de Darwin. Donc c'est poser la question des droits, est-ce qu'on a le droit ou pas d'utiliser ça comme un titre? On s'est posé la question pas longtemps, parce que justement, c'est une occurrence qui traverse les siècles de manière palimpseste, qui appartient au patrimoine culturel commun, et qui joue de ce tissage, de ce maillage de la culture et des humanités. Moi j'aime bien dire plutôt les humanités, comme on disait dans l'Antiquité, hein, qu'on fait puis au XVIe siècle, où on faisait ces humanités avec des carnets, où on recopiait les citations des anciens, des antiques. Bon ben voilà, moi je suis un peu née de ce creuset-là, du XVIe siècle, dans mes études. Et donc j'aime beaucoup l'idée de palimpseste, d'un texte qui se fait en intertextualité avec les textes aimés, ce que vous disiez, qu'il y avait des auteurs derrière, bien sûr, enfin, je crois que tout auteur écrit avec sa bibliothèque derrière lui, hein, et on lit, tout lecteur lit avec sa bibliothèque aussi, hein, qui vient enrichir son imaginaire. La lecture, c'est un acte de création au même titre que l'écriture. C'est les mêmes conditions. On est seul, on fait marcher l'imaginaire, ça prend du temps. C'est vraiment c'est en cheville, hein, ces deux activités-là. Et donc le titre m'a paru de manière, enfin il est arrivé très très rapidement dans le travail d'écriture. J'en voyais pas un autre. J'étais assez attachée à cette idée-là, donc bon, il y aurait pu un potentiel procès qui aurait pu nous être fait, qui aurait pu m'en dissuader, mais non, les mots appartiennent à tout le monde. D'ailleurs, le sanctuaire, il y a quand même un écho avec Sanctuaire de Faulkner. Aussi, là, il fallait l'assumer. Hein. Je me suis dit, bah non, c'est le sanctuaire, déjà. Il y a un déterminant, c'est pas exactement la même chose, c'est un nom propre. Et puis ce mot-là, il n'y a pas de raison qu'un auteur fasse un rapt sur un mot.
Voilà, c'est notre matière commune, donc il n'y a pas de kidnapping possible. Et il vient, ce titre, vraiment, je trouve, compléter la position de ce premier narrateur, Gabriel, au début et à la fin de cet ouvrage, et vraiment expliquer au lecteur de quel endroit, en fait, à quel endroit on se place pour lire cette histoire-là, pour la raconter, pour la découvrir, et voilà, depuis l'épaule des géants, en effet. Mais alors je me suis rendu compte, moi, qu'il y avait une image qui était encore plus juste que l'épaule des géants, qu'être perché sur l'épaule de géant, c'est qu'on est la petite poupée dans les poupées gigognes. C'est peut-être l'image qui me semble la plus... en tout cas, qui correspond le mieux à mon imaginaire et à ce que j'ai de la sensation d'être avec les voix des personnes qui me sont chères, qui continuent à m'envelopper, la voix de mes fantômes, la voix des grands auteurs qui m'accompagnent tous les jours. Et vraiment, j'ai la sensation d'être dans cet écrin-là d'enveloppe. Je ne pourrais pas dire les choses autrement voilà. Et les voix sont matérielles, là, dans ce sens-là. Je pense que tout le monde a plus ou moins ces gens qui les accompagnent, enfin, ces voix, ces mots. Voilà, on vient de traverser ce magnifique ouvrage. On a laissé de côté certainement des choses. On aurait pu aller un peu plus loin. Et il y a encore tellement de choses à en dire. Exactement. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de lire cet ouvrage vraiment pour la langue. C'est peut-être de ne pas avoir pu trouver d'autres passages à vous lire, mais parce qu'en même temps, je vais vous laisser sur ce désir-là. Non, à découper, ouais. Non, je préférais y rentrer. Et puis, vous laisser avec ce désir-là de découvrir la langue de Laurine. Et vraiment, moi, comment vous dire ? Ces quatre livres m'ont enchantée. Tous pour des raisons différentes. Pour une raison qui leur est commune, c'est votre écriture, qui est vraiment qui est assez impressionnante et qui est hyper attachante. Et ce qui est absolument fascinant, moi c'est ce que j'aime en fait dans mon métier, c'est de découvrir un auteur qui se réinvente en fait, et qui nous fait découvrir quelque chose de différent. Et c'est ce que je trouve dans l'écriture de Laurine Roux. Merci. C'est presque une injonction, parce que ça veut dire que il va falloir que je me renouvelle. Et alors attention à moi si je refais, je fais du réchauffé. Hein. Je crois pas, parce que j'ai pu lire un roman apparaître et que j'y découvre encore autre chose. Oui, c'est vrai. Il y a un roman apparaître ? Oui, en mai. Oh, super. Mais c'est destiné aux ados, pour la jeunesse, c'est comme on dit maintenant pour la jeunesse. C'est le fameux roman que j'ai finalement écrit pour l'école des loisirs, qui s'appelle Le souffle du puma, qui sort en mai. Le 3 mai. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Laurine. Merci beaucoup. Merci d'avoir supporté mes fantaisies. On a un verre à vous offrir si vous voulez. Et quelques dédicaces aussi pour ceux qui le souhaitent. Ah ben oui, moi je peux travailler un peu.